Le feu rouge a duré exactement 30 secondes. Assez longtemps pour que Léa, seule dans sa Peugeot 208 blanche, regarde dans son rétroviseur et croise les yeux les plus dangereux qu'elle ait jamais vus. Il était sur sa moto noire à côté d'elle, casque à la main, cheveux bruns ébouriffés par le vent parisien. Elle a souri. Il a souri en retour. Elle ne savait pas qu'elle venait de flirter avec Théo Dubois, le mauvais homme, le chef de la famille la plus redoutée de tout Paris. Si tu as déjà flirté avec un inconnu dans les embouteillages, abonne-toi et dis-nous d'où tu regardes. Parce que cette histoire demande, et si ce regard changeait ta vie pour toujours? Il y aurait un matin où elle découvrirait qui il était vraiment. Un moment où le danger frapperait à sa porte d'appartement haussmannien. Un choix qui la ferait tout remettre en question, parce que certaines rencontres ne sont pas des coïncidences. C'est le destin déguisé en hasard. As-tu déjà ressenti cette connexion instantanée qui défie toute logique, cette attirance magnétique qui ignore tous les signaux d'alarme de ton cerveau? Léa Moreau, 28 ans, professeure de littérature au lycée Voltaire, pensait connaître sa vie par cœur. Métro boulot dodo dans son studio du 11e arrondissement. Café au lait et croissant chaque matin au même bistrot de la rue de la Roquette. Elle perdrait tout. Il avait déjà trop perdu pour faire marche arrière. Cette histoire commence un mardi matin de septembre, quand Paris sent l'espresso et que la solitude a le goût d'une baguette tiède. Les feuilles commencent à jaunir sur les boulevards et l'air porte cette promesse d'automne que seule la capitale française sait offrir. Voici comment deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer sont devenues la seule vérité l'une de l'autre. Et tout commence par un sourire dans les embouteillages du périphérique. Le réveil sonne à 6h45. Léa étend le bras. Ses doigts effleurent le métal froid de son iPhone posé sur la table de nuit Ikea. L'appartement sent encore le thé Earl Grey de la veille. Par la fenêtre, Paris s'étire lentement sous un ciel couleur perle. Elle ne sait pas encore que dans exactement 47 minutes, sa vie basculera. Sa routine du matin se déroule comme un ballet répété 1000 fois. Douche rapide. L'eau tiède glisse sur sa peau encore endormie. Café noir dans sa tasse ébréchée, celle que sa grand-mère lui avait offerte. Le goût amer la réveille vraiment. Par habitude, elle vérifie son reflet dans le miroir de l'entrée, cheveux châtains tirés en chignon, pull beige, jupe plissée marine. Encore une journée comme les autres, murmure-t-elle à son reflet. Elle se trompe, mais elle ne le sait pas encore. Dans sa Peugeot 208, coincée sur le périphérique intérieur, Léa tapote nerveusement le volant. France Inter grésille en arrière-plan. L'odeur du cuir synthétique se mélange aux effluves d'essence qui remontent du bitume parisien. Ses ongles tambourinent sur le tableau de bord. Tic, 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 tic. Le feu passe au rouge. Elle s'arrête. C'est à ce moment précis que le destin glisse sa main dans sa vie. Dans son rétroviseur latéral, elle aperçoit d'abord la moto. Une Ducati Monster noire, brillante comme un secret. Puis ses yeux remontent vers le pilote. Il retire son casque d'un geste fluide, révélant un visage sculpté par les dieux et marqué par les démons. Cheveux bruns ébouriffés, mâchoire carrée, et ses yeux verts qui semblent porter tous les mystères de Paris. Il la regarde. Elle le regarde. Le monde s'arrête l'espace d'un battement de cœur. Léa sent ses joues s'empourprer. Une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois se répand dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle lui sourit. Un petit sourire timide, presque adolescent. Il lui rend son sourire. Mais le sien, son sourire à lui porte quelque chose de dangereux, de magnétique, comme s'il connaissait des secrets qu'elle ne devrait jamais découvrir. 30 secondes. C'est tout ce que dure ce moment suspendu. Le feu passe au vert, les voitures reprennent leur danse métallique. Léa redémarre, le cœur battant comme un tambour de guerre. Dans son rétroviseur, elle le voit remettre son casque et démarrer sa moto. Le rugissement du moteur résonne dans sa poitrine comme une promesse non formulée. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de croiser le regard de l'homme le plus dangereux de tout Paris. Certains sourires changent le cours d'une vie. Le sien venait de redessiner la sienne. 3 jours passent. Léa ne peut pas oublier ses yeux verts. Au lycée Voltaire, devant ses élèves de première, elle enseigne Baudelaire, mais ses pensées dérivent vers un sourire aperçu dans un rétroviseur. « À l'albatros aux ailes de géant », récite-t-elle, mais elle pense aux mains gantées agrippées au guidon d'une Ducati noire. « Madame Moreau, ça va ?» demande Emma, 16 ans, première de la classe. Léa sursaute. « Oui, oui, continuons. » Mais elle ne va pas. Depuis mardi, quelque chose a changé. Comme si ce bref échange de regards avait réveillé une partie d'elle-même
qu'elle croyait endormie pour toujours. Elle se surprend à scruter chaque moto dans les rues de Paris, à espérer recroiser cette silhouette masculine, ce sourire dangereux. Le vendredi soir, elle décide de prendre un détour. Au lieu de rentrer directement chez elle, elle emprunte le même chemin que mardi matin. Son cœur bat plus vite quand elle approche du même feu rouge. Ridicule, se dit-elle. Qu'est-ce qu'elle espère? Feu rouge. Elle s'arrête. Rien. Juste des voitures banales, des visages anonymes. La déception lui serre la gorge comme une écharpe trop serrée. Puis elle entend le rugissement familier. Dans son rétroviseur, la Ducati apparaît comme un mirage. Même moto, même homme. Ses doigts se crispent sur le volant. Cette fois, il ne porte pas de casque. Ses cheveux bruns dansent dans le vent parisien, et quand leurs regards se croisent à nouveau, il lui fait un clin d'œil. Un simple clin d'œil qui enflamme tout son corps. Léa sent ses joues brûler. Elle baisse les yeux, gênée, puis les relève. Il sourit toujours, mais différemment, comme s'il savait exactement l'effet qu'il lui fait, comme s'il savait qu'elle était revenue ici dans l'espoir de le revoir. Le feu passe au vert. Cette fois, au lieu de partir tout droit, la moto bifurque à droite. Mais avant de disparaître, l'homme lève la main. Sur son poignet, Léa aperçoit un tatouage qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. Quelque chose qui ressemble à une couronne, ou peut-être des épines. Cette nuit-là, Léa ne trouve pas le sommeil. Elle se tourne et se retourne dans ses draps, rejoue en boucle ces quelques secondes. Qui est-il? Que fait-il dans la vie? Habite-t-il près d'ici? Elle ne sait pas qu'à quelques kilomètres de là, dans un loft du 16e arrondissement, Théo Dubois pense à elle aussi. Il ne pense pas au contrat qu'il doit signer demain, ni aux affaires de la famille Dubois qui nécessitent son attention. Il pense à une femme aux cheveux châtains dans une Peugeot blanche, à son sourire timide qui a fendu son armure comme une lame de lumière. Il ne devrait pas. Son monde et le sien ne peuvent pas se croiser. Mais le cœur n'écoute jamais la raison. Lundi matin, Léa prend consciemment le même chemin. Plus de prétexte, plus de détour par hasard. Elle veut le revoir. Point. Cette fois, quand elle arrive au feu, la Ducati est déjà là, comme s'il l'attendait. Il se tourne vers elle avant même qu'elle le regarde. Sourire en coin, yeux pétillants de malice. Dans sa main gantée, il tient quelque chose. Une rose. Une seule rose rouge qu'il fait tourner entre ses doigts. Le cœur de Léa manque un battement. Il baisse sa vitre. Attends, les motos n'ont pas de vitre. Il retire un écouteur de son oreille et se penche légèrement vers sa voiture. « Bonjour, mademoiselle », au sourire timide, dit-il. Sa voix, grave, chaude, avec cet accent parisien qui traîne sur les fins de mots. Léa sent ses jambes trembler, littéralement. « Bonjour », répond-elle, la voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Je m'appelle Théo », dit-il, en lui tendant la rose à travers la vitre baissée. « Et j'ai pensé à vous tous les jours depuis mardi. » Léa tend une main tremblante pour prendre la fleur. Leurs doigts s'effleurent l'espace d'une seconde. Un courant électrique traverse tout son corps. La rose sent bon, mélange de terre et de promesses. « Léa », murmure-t-elle. « Léa », répète-t-il, comme s'il goûtait son prénom. Joli nom pour une jolie femme. Le feu passe au vert, mais ni l'un ni l'autre ne bouge. « Et si on se retrouvait quelque part ?» propose-t-il. « Un endroit où on peut se parler plus de 30 secondes ?» Les voitures derrière commencent à klaxonner. Paris n'attend personne, même pas l'amour naissant. « Café de Flore, ce soir, 19h » lance-t-il rapidement. Léa hoche la tête, incapable de prononcer un mot. Il lui fait un dernier sourire éblouissant et redémarre sa moto. Le rugissement du moteur couvre les battements frénétiques du cœur de Léa. Dans sa main, la rose tremble légèrement. Elle vient d'accepter un rendez-vous avec un parfait inconnu. Elle, Léa Moreau, professeure sage et raisonnable, qui n'a jamais pris de risque de sa vie. Mais tandis qu'elle redémarre sa voiture, un sourire étire ses lèvres. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent vivante. Elle ne sait pas qu'elle vient d'accepter un rendez-vous avec l'homme le plus recherché de Paris. Certaines rencontres changent le cours d'une vie. D'autres la mettent en danger. 19h05, Café de Flore, Saint-Germain-des-Prés. Léa pousse la porte du café mythique, son cœur battant la chamade. L'odeur de café grillé et de cigarettes l'enveloppe. Les conversations se mélangent en un brouhaha familier, ponctué par le tintement des tasses sur les soucoupes. Elle le cherche du regard. Pas là. Elle choisit une table près de la fenêtre, commande un café serré. Ses mains tremblent légèrement quand elle porte la tasse à ses lèvres. 19h10, 19h15. Et s'il ne venait pas? Désolé du retard. Sa voix derrière elle. Léa se retourne et son souffle se coupe.
En costume sombre impeccablement taillé, Théo est encore plus séduisant que dans ses souvenirs. Il sent bon, mélange de bergamote et de danger. « J'ai eu une affaire urgente à régler », dit-il en s'asseyant face à elle. Dans ses yeux verts, Léa décèle quelque chose de nouveau. Une fatigue, peut-être, ou de l'inquiétude. « Tout va bien ?» demande-t-elle. Il sourit, mais son sourire ne remonte pas jusqu'à ses yeux. Maintenant, oui. Théo commande un whisky. Pas un café, un whisky. À 19h un lundi soir. Léa trouve cela étrange, mais ne dit rien. « Alors, Léa, dit-il en la regardant droit dans les yeux, parlez-moi de vous. Que faites-vous dans la vie, à part embellir les embouteillages parisiens ?» Elle rit, nerveuse. « Je suis professeur, littérature française au lycée Voltaire. »« Ah, Voltaire, dit-il avec un sourire plus authentique. J'ai toujours aimé cette phrase. Il faut cultiver notre jardin. » Léa le regarde, surprise. « Vous connaissez Candide? Cela vous étonne ?» Il incline la tête. « J'ai l'air si inculte? »« Non, non, c'est juste. » Elle rougit. Les hommes en moto qui citent Voltaire, c'est rare. Il éclate de rire. Un rire franc, chaleureux, qui fait danser ses yeux. Je cache bien mon jeu, on dirait. Il parle pendant 2 heures, de littérature, de Paris, de voyage. Théo raconte qu'il a grandi en Corse, que sa grand-mère lui lisait Victor Hugo quand il était petit. Léa parle de ses élèves, de sa passion pour l'enseignement, de ses rêves d'écrire un jour. Il l'écoute vraiment. Pas comme ces hommes qui attendent juste leur tour de parler. Il pose des questions, s'intéresse, se souvient des détails. « Et votre famille ?» demande Léa. Pour la première fois, Théo hésite. Ses doigts se crispent autour de son verre de whisky. « C'est compliqué, » dit-il finalement. « Ma famille a des traditions particulières. » Quel genre de tradition? Il la regarde longtemps, comme s'il pesait ses mots. Le genre qu'il vaut mieux ne pas connaître. Un frisson parcourt l'échine de Léa. Dans sa voix, elle entend quelque chose de sombre, de dangereux. « Et vous? Que faites-vous comme travail ?» demande-t-elle. « Je gère les affaires familiales. » « Quel genre d'affaires ?» Nouveau silence. Théo termine son whisky d'un trait. « Des affaires qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie, mais qui me permettent de prendre soin de ceux que j'aime. » La réponse est évasive. Léa le sent, mais elle ne veut pas creuser. Pas ce soir. Ce soir, elle veut juste profiter de cette connexion magique, de cette chimie évidente entre eux. 21h30. Le café se vide peu à peu. « Je dois y aller, » dit Théo en regardant sa montre. Une Rolex qui vaut probablement plus que le salaire annuel de Léa. « Moi aussi, » ment-elle. Elle pourrait rester là toute la nuit à l'écouter. Dehors, sur le trottoir de Saint-Germain, ils se font face. Les lumières de Paris dansent dans les yeux de Théo. L'air automnal porte l'odeur des marrons grillés et des promesses. « J'aimerais vous revoir, » dit-il doucement. « Moi aussi. » Il s'approche d'elle. Si près qu'elle sent la chaleur de son corps, le parfum de sa peau. Sa main se lève vers son visage, effleure sa joue. « Léa » murmure-t-il. Elle ferme les yeux, attend le baiser, qui ne vient pas. Quand elle rouvre les yeux, il la regarde avec une expression étrange, mélancolique, presque coupable. « Bonne nuit, Léa ». Il s'éloigne vers sa moto sans se retourner. Léa reste plantée sur le trottoir, le cœur en éclats. Qu'est-ce qui vient de se passer? Certains hommes vous embrassent pour commencer quelque chose. D'autres ne vous embrassent pas pour vous protéger. 3 jours, sans nouvelles. Léa vérifie son téléphone toutes les 10 minutes, espère un message qui ne vient pas. Au lycée, elle enseigne en pilote automatique. Ses élèves remarquent sa distraction. « Madame Moreau, vous êtes amoureuse ?» plaisante Julien, 17 ans, délinquant attachant. Léa rougit. « Concentrez-vous sur Rimbaud, s'il vous plaît. » Mais la question la hante. Est-elle amoureuse? Peut-on tomber amoureuse d'un homme qu'on connaît à peine? D'un homme qui refuse de l'embrasser? D'un homme qui parle d'affaires familiales mystérieuses? Le jeudi soir, elle craque. Elle retourne au même feu rouge. Pathétique, se dit-elle. Mais plus fort qu'elle. La Ducati n'est pas là, vendredi non plus. Le samedi matin, Léa fait ses courses au marché des enfants rouges. Entre les étals de légumes et les stands de falafel, elle essaie d'oublier Théo. En vain. C'est en sortant de chez son fromager qu'elle le voit. Pas Théo. Sa moto. La Ducati Monster noire, garée devant un petit restaurant italien. Le cœur de Léa s'emballe. Il est là, tout près. Elle s'approche discrètement, se cache derrière un platane. À travers la vitre du restaurant, elle aperçoit Théo. Il n'est pas seul. Face à lui, un homme plus âgé, cheveux gris, costume encore plus cher.
L'homme parle avec véhémence, fait des gestes brusques. Théo l'écoute, le visage fermé. Puis elle remarque les autres. 2 hommes en costume, debout près de la porte. Ils ne mangent pas. Ils surveillent. Leurs yeux balayent constamment la rue, comme des prédateurs aux aguets. L'un d'eux a une cicatrice qui barre sa joue droite. Un frisson glacé parcourt Léa. Cette scène, elle l'a vue 1000 fois dans les films. Mais là, c'est réel. Théo est au centre de quelque chose qui dépasse largement les affaires familiales, ordinaires. L'homme aux cheveux gris se lève brusquement. Il pointe Théo du doigt, visiblement en colère. Théo reste impassible, mais Léa voit ses mâchoires se crisper. Elle devrait partir, maintenant, mais elle reste figée derrière son arbre, fascinée et terrifiée. C'est alors que Théo tourne la tête vers la fenêtre. Leurs regards se croisent à travers la vitre. L'espace d'une seconde, la surprise se lit sur son visage. Puis quelque chose de plus sombre, de la peur, de la colère. Il se lève d'un bond, dit quelque chose à l'homme aux cheveux gris et sort du restaurant. Léa, elle panique, fait mine de regarder son téléphone, comme si elle n'avait rien vu. Quelle coïncidence, dit-elle, avec un sourire forcé. Je faisais mes courses et... Qu'est-ce que vous avez vu? L'interrompt-il. Sa voix a changé, plus dure, plus froide. Rien. J'ai juste vu votre moto et... Il s'approche d'elle. Trop près. Léa recule instinctivement. Léa, écoutez-moi bien, dit-il à voix basse. Il y a des choses dans ma vie que vous ne devez pas voir. Des choses qui pourraient vous mettre en danger. Quel genre de danger? Il ne répond pas. Dans ses yeux verts, elle lit quelque chose qui lui glace le sang. Une violence contenue. Une noirceur qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Rentrez chez vous, dit-il. Et oubliez-moi. Théo, oubliez-moi, Léa. Pour votre bien. Il remonte sur sa moto et démarre sans se retourner. Le rugissement du moteur résonne comme un adieu. Léa reste immobile sur le trottoir, ses courses à la main, le cœur en miettes. Elle vient de comprendre une vérité terrible. Elle est tombée amoureuse de l'homme qu'il ne fallait pas. Mais elle ne sait pas encore à quel point. 2 semaines passent. Léa essaie d'oublier Théo sans succès. Elle évite le feu rouge, prend un autre chemin pour aller au lycée. Mais partout, elle voit des Ducati noirs. Partout, elle entend sa voix lui dire « Oubliez-moi ». Un mardi soir, elle corrige des copies dans son salon quand on frappe à sa porte. 3 coups secs, autoritaires. Elle regarde par le Judas. Personne. « Qui est-ce » demande-t-elle. « Police !» Le cœur de Léa s'arrête. Elle ouvre la porte, chaîne de sécurité mise. Un homme en costume montre sa carte de police. « Commissaire Bernot, je peux entrer. Que voulez-vous » Parlez de Théo Dubois. Le nom la frappe comme une gifle. Elle retire la chaîne, fait entrer le policier. « Vous le connaissez, n'est-ce pas » dit le commissaire en s'asseyant sans y être invité. « Nous nous sommes rencontrés quelquefois. Pourquoi » Le commissaire sort une tablette, fait défiler des photos. « Reconnaissez-vous cet homme » Sur l'écran, Théo. Mais pas le Théo charmant qu'elle connaît. Cette photo semble prise à son insu, de loin. Il a l'air dur, impitoyable. « Théo Dubois, 32 ans, » dit le commissaire. Chef de la famille Dubois, l'une des organisations criminelles les plus puissantes de France. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, extorsion, intimidation. Léa sent le sol se dérober sous ses pieds. Non, vous vous trompez, Théo n'est pas... Mademoiselle Moreau, cet homme est dangereux, extrêmement dangereux. Il a du sang sur les mains. Du sang? Le mot sort comme un murmure. Le commissaire fait défiler d'autres photos. 6 morts en 3 ans. Tous des rivaux ou des traîtres à sa cause. Théo Dubois ne pardonne jamais. Les images se brouillent devant les yeux de Léa. Elle s'assoit lourdement sur son canapé. Pourquoi? Pourquoi me racontez-vous ça? Parce qu'on vous a vu avec lui, plusieurs fois, et parce qu'on sait qu'il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à moi? Le commissaire la regarde avec pitié. Mademoiselle, les hommes comme Dubois ne s'intéressent aux femmes ordinaires que pour 2 raisons, les utiliser ou les éliminer. Le mot « éliminer » résonne dans la tête de Léa comme un gong. Nous pouvons vous protéger, continue le policier, mais il faut nous aider, nous dire tout ce qu'il vous a révélé sur ses activités. Il ne m'a rien dit. Nous avons juste parlé de littérature et... Mademoiselle Moreau. La voix du commissaire se durcit. Théo Dubois ne discute pas littérature par hasard. S'il vous a approché, c'est qu'il a un plan. Léa secoue la tête, refuse d'y croire. Non, vous ne le connaissez pas. Il est doux, cultivé. Ils le sont tous au début. Le commissaire se lève, laisse sa carte sur la table basse. Réfléchissez, mademoiselle. Votre vie en dépend peut-être.
Si Dubois reprend contact, appelez-moi immédiatement. » Après son départ, Léa reste prostrée sur son canapé. Les mots du policier tournent en boucle dans sa tête. Trafic d'armes. 6 morts. Du sang sur les mains. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle repense à chaque détail de leur rencontre. Les réponses évasives sur son travail. La Rolex hors de prix. Les hommes en costume au restaurant. Sa façon de dire « oubliez-moi » avec cette urgence dans la voix. Et si le commissaire avait raison? Et si Théo l'avait manipulée depuis le début? Mais alors, pourquoi n'avait-il pas profité d'elle? Pourquoi refuser de l'embrasser? À 3 heures du matin, la vérité la frappe comme un coup de poing. Il ne l'avait pas embrassée parce qu'il tenait à elle. Vraiment. Et qu'il savait que leur monde ne pouvait pas se rencontrer. « Oubliez-moi », avait-il dit. Pas par cruauté, par protection. Léa se lève, fait les 100 pas dans son salon. Son cœur lui dit une chose, sa raison une autre. Qui croire? L'amour ne devrait pas faire si mal. Le lendemain, Léa ne va pas au lycée. Elle prétexte une grippe, reste chez elle à retourner 1000 questions dans sa tête. Vers 17 heures, n'y tenant plus, elle prend sa voiture. Direction le restaurant italien où elle l'avait vu. Le patron, un homme rond au sourire jovial, se souvient d'elle. « Ah, la jolie demoiselle, vous cherchez encore Monsieur Dubois? Vous le connaissez bien ?» Le sourire du patron se fige légèrement. « C'est un bon client, très généreux. Il vient souvent. »« Écoute, ma belle, » dit l'homme en se penchant vers elle. « Des conseils d'un vieux. Ne pose pas trop de questions sur Monsieur Dubois. C'est pas le genre d'homme qu'on dérange. » Le message est clair. Léa remercie et sort. Dans la rue, elle cherche sa voiture des yeux quand une main se pose sur son épaule. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Elle se retourne. Théo, mais pas le Théo charmant du café. Celui-ci a le visage dur, les yeux froids. « Je voulais vous parler. »« Vous parler de quoi ?» Il la prend par le bras, l'entraîne vers un recoin sombre. « De ce que vous avez vu samedi? Des questions que vous posez ?» Sa poigne est ferme, trop ferme. Léa commence à avoir peur. « Théo, vous me faites mal. » Il desserre son étreinte mais ne la lâche pas. « Léa, je vous avais dit de m'oublier. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? »« Parce que je n'y arrive pas, » explose-t-elle. « Parce que je pense à vous jour et nuit. Parce que... » « Parce que quoi? »« Parce que je suis tombée amoureuse de vous. » Les mots sortent malgré elle, comme une confession arrachée. Théo la regarde, stupéfait. Dans ses yeux, Léa voit passer une multitude d'émotions. Surprise, tendresse, douleur. « Vous ne savez pas de qui vous êtes amoureuse, » dit-il doucement. « Si, je le sais. La police est venue me voir. Cette fois, c'est Théo qui accuse le coup. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Tout. Votre famille, vos activités, les morts. » Un long silence. Théo lâche son bras, s'éloigne de quelques pas. « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» demande-t-il sans la regarder. « Je pense que vous n'êtes pas l'homme qu'ils décrivent. » Il se retourne vers elle, incrédule. « Vraiment ?» L'homme qui cite Voltaire, qui écoute parler de littérature pendant des heures, qui refuse d'embrasser une femme pour la protéger, cet homme-là n'est pas un monstre. Et s'ils avaient raison? Et si j'étais exactement ce qu'ils disent? Léa s'approche de lui. Alors dites-le-moi. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous êtes un tueur. Théo la regarde longtemps. Dans ses yeux verts, elle lit une bataille silencieuse. « Je ne peux pas, » murmure-t-il finalement. « Parce que ce n'est pas vrai? Parce que je vous aime trop pour vous mentir. » Les mots restent suspendus entre eux comme des oiseaux fragiles. « Vous m'aimez ?» souffle Léa. « Depuis le premier sourire dans votre rétroviseur. Depuis cette seconde où j'ai compris que ma vie venait de basculer. » Il s'approche d'elle, pose ses mains sur son visage. « Mais Léa, mon amour pour vous ne change rien à ce que je suis, ni à ce que fait ma famille. Alors quittez-la. » Il rit amèrement. « On ne quitte pas la famille Dubois. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on en ressort dans un cercueil. Cette fois, la peur vraie étreint Léa. Pas pour elle, pour lui. Théo, je vais vous faire escorter chez vous. Et après, nous ne nous reverrons plus. » Non. Si, parce que je vous aime, Léa. Et qu'aimer, parfois, c'est savoir lâcher prise. Il sort son téléphone, compose un numéro. « Marco, amène la voiture. J'ai quelqu'un à raccompagner. » Quelques minutes plus tard, une Mercedes noire s'arrête devant eux. Un homme en costume en sort, ouvre la portière arrière. « Montez, » dit Théo. « Et vous ?»« Moi, je retourne à ma vraie vie. » Léa monte dans la voiture, le cœur en lambeaux. Tandis que la Mercedes s'éloigne, elle voit Théo dans le rétroviseur. Il reste immobile sur le trottoir, les mains dans les poches, le regard perdu. Elle vient de perdre l'amour de sa vie.
Mais elle ne sait pas encore que lui aussi vient de prendre la décision la plus difficile de son existence. Une semaine passe. Léa a repris les cours, mécaniquement. Ses élèves remarquent son teint pâle, ses cernes, sa tristesse évidente. Mais que leur dire? Qu'elle pleure un amour impossible avec le chef de la mafia parisienne? Le vendredi soir, elle corrige des copies quand son téléphone sonne. Numéro inconnu. « Allô? Mademoiselle Moreau? Ici le commissaire Bernot. Il faut qu'on se voie. Urgence. Que se passe-t-il? Pas au téléphone. Café de la paix dans 1 heure. » Il raccroche. Léa fixe son téléphone, inquiète. Qu'est-ce qui a pu arriver? Au café de la paix, le commissaire l'attend, l'air sombre. Il commande directement 2 whiskies. Théo Dubois a disparu, annonce-t-il sans préambule. Le cœur de Léa s'arrête. Disparu? Depuis 3 jours. Aucune trace. Sa propre famille le cherche. Mais pourquoi me dire ça? Le commissaire la regarde gravement. Parce qu'avant de disparaître, il a été vu en train de vider plusieurs comptes bancaires de la famille et qu'il a laissé quelque chose pour vous. Il sort une enveloppe de sa veste, l'écriture de Théo, son nom sur le papier crème. Comment avez-vous eu ça? Il l'a laissé à un de nos indiques avec ordre de vous la remettre s'il lui arrivait quelque chose. Léa ouvre l'enveloppe d'une main tremblante. Ma chère Léa, si vous lisez cette lettre, c'est que j'ai fait le choix le plus fou de ma vie. Essayez de sortir de la famille. Vous aviez raison. Je ne suis pas né pour être ce que mon père voulait que je devienne. Grâce à vous, j'ai retrouvé l'homme que j'étais avant que le sang et la violence ne définissent mon existence. J'ai pris l'argent nécessaire pour disparaître et recommencer ailleurs. Loin de Paris, loin de cette vie. Mais je ne peux pas vous demander de me suivre. Ce serait vous condamner à fuir pour toujours. Si un jour je deviens l'homme que vous méritez, libre de tout ce passé, je reviendrai vous chercher. En attendant, vivez, aimez, soyez heureuse. Vous avez sauvé mon âme. Théo. Léa termine la lecture, les larmes aux yeux. Il a vraiment quitté la mafia? Demande-t-elle. On dirait bien. Mais mademoiselle Moreau, le commissaire se penche vers elle. Voler la famille Dubois, c'est signer son arrêt de mort. Ils ne le laisseront jamais tranquille. Vous voulez dire qu'ils vont le tuer? Oui, c'est une question de temps. Léa sent le monde s'écrouler autour d'elle. Théo a risqué sa vie pour elle, pour avoir une chance d'être libre de l'aimer. Il faut l'aider. Comment? On ne sait même pas où il est. Mais vous pouvez le protéger. Témoin protégé, nouvelle identité. Le commissaire secoue la tête. Seulement s'il accepte de témoigner contre sa famille. Et ça, j'en doute. Cette nuit-là, Léa ne ferme pas l'œil. Elle relit la lettre de Théo 100 fois. Cherche un indice, un moyen de le retrouver. À l'aube, une évidence la frappe. Il a parlé de recommencer ailleurs. Mais où? Et puis elle se souvient. Il avait mentionné sa grand-mère corse qui lui lisait Victor Hugo. La Corse. Il est en Corse. Sans réfléchir davantage, Léa réserve un billet d'avion pour Ajaccio. Elle ne sait pas qu'au même moment, 3 hommes de la famille Dubois prennent le ferry de nuit pour la Corse. La chasse est ouverte. Ajaccio, 14h30. Léa sort de l'aéroport, cligne des yeux sous le soleil corse. L'air sent la mer et le maquis. Comment retrouver Théo dans toute l'île? Elle loue une petite Citroën, achète une carte de la Corse. Sur la côte ouest, elle remarque un petit village, Cargèse. Quelque chose dans ce nom lui dit quelque chose. En roulant vers Cargèse, elle repense aux paroles de Théo, sa grand-mère, Victor Hugo. Et si c'était là? Le village de Cargèse se révèle être un petit port de pêche pittoresque. Maisons blanches, bateaux colorés, vieilles femmes en noir assises au soleil. Léa gare sa voiture sur le port, sort la photo de Théo qu'elle a gardée sur son téléphone. Première tentative, la boulangerie. « Excusez-moi, vous n'auriez pas vu cet homme ?» La boulangère, une femme ronde à l'accent chantant, regarde la photo. « Ah, le beau gosse. Oui, il est passé ce matin. Il a acheté du pain et demandé le chemin de la maison Santoni. » Le cœur de Léa bondit. « La maison Santoni? » ?»« Oui, la vieille maison de Mémé Santoni. Elle est morte l'an dernier, que Dieu ait son âme. Sa maison est vide depuis. C'est au bout du chemin de la plage, la dernière avant les rochers. » Léa remercie et repart en courant. Au bout du chemin, effectivement, une petite maison en pierre semble abandonnée, mais de la fumée sort de la cheminée. Elle frappe à la porte. Pas de réponse. « Théo, c'est moi, Léa. » La porte s'ouvre brutalement. Théo apparaît, torse nu, cheveux ébouriffés. Dans ses yeux, un mélange de joie et de terreur. « Léa, qu'est-ce que vous faites là? »« Je vous cherche. Je voulais... »
Il la tire à l'intérieur, verrouille la porte. « Vous n'auriez jamais dû venir, c'est trop dangereux. Je me fiche du danger, j'ai eu votre lettre et... » Il la prend dans ses bras, la serre contre lui. Elle sent son cœur battre à tout rompre. « Vous êtes complètement folle, » murmure-t-il dans ses cheveux. « Folle de vous. » Il s'écarte, la regarde dans les yeux. « Léa, ils me cherchent, ma famille, la police corse, tout le monde. S'ils nous trouvent ensemble... Alors partons, maintenant, ensemble. » Pour aller où? Ils ont des contacts partout en Europe. Alors plus loin, l'Amérique du Sud, l'Asie, n'importe où. Théo sourit tristement. Vous feriez ça? Tout quitter pour un fugitif. Je ferais n'importe quoi pour vous. Il pose ses mains sur son visage, la regarde comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Vous êtes sûre? Certaine. Cette fois, il l'embrasse. Enfin, un baiser tendre, désespéré, qui contient toute leur passion contenue, tout leur amour impossible. Quand ils se séparent, ils sont essoufflés. « D'accord, dit-il, on part ce soir. J'ai un contact qui peut nous faire passer en Sardaigne. » Léa sourit, heureuse pour la première fois depuis des semaines. C'est alors qu'ils entendent le bruit des moteurs. Théo se fige, court à la fenêtre. 3 4x4 noirs remontent le chemin de la plage. Merde, ils nous ont trouvés. Qui? Ma famille. Il attrape un sac déjà préparé, prend la main de Léa. Il y a une sortie à l'arrière. On peut gagner le maquis. Mais quand ils ouvrent la porte de derrière, 2 hommes en costume les attendent, armes au poing. « Salut Théo !» dit l'un d'eux avec un sourire mauvais. « Papa t'envoie ses amitiés. » Ils sont faits. Théo pousse Léa derrière lui, instinctivement. « Laissez-la partir, elle n'a rien à voir avec ça. »« Oh si, elle a tout à voir, » dit l'homme. « C'est à cause d'elle que tu as trahi la famille. » Dans ses yeux, Léa lit une violence froide qui lui glace le sang. Leur histoire d'amour va-t-elle se terminer ici, dans cette maison perdue de Corse? Rentrez dans la maison, tous les deux. Les hommes les poussent à l'intérieur. Dans le salon, un 3e homme les attend. Plus âgé, cheveux gris, costume impeccable. Léa le reconnaît. C'est l'homme du restaurant italien. « Bonjour, mon fils, » dit-il avec un sourire glacial. « Papa, » répond Théo, la mâchoire serrée. Vincent Dubois, le patriarche. Léa sent ses jambes trembler. « Tu m'as déçu, Théo, profondément déçu. » Il se tourne vers Léa. « Mademoiselle Moreau, je présume, celle qui a détourné mon fils du droit chemin. »« Laissez-la en dehors de ça, » dit Théo. « C'est moi que vous voulez. Tu as raison. Mais elle a joué un rôle dans ta défection. Il faut qu'elle comprenne les conséquences. » Vincent fait un signe. Un de ses hommes sort un pistolet, le pointe vers Léa. « Non !» crie Théo. « Alors, réfléchis bien, mon fils. Tu as 2 choix. Tu reviens avec nous, tu reprends ta place dans la famille, et mademoiselle Moreau repart à Paris saine et sauve. Ou... » Il n'a pas besoin de finir sa phrase. Léa regarde Théo. Dans ses yeux, elle lit l'agonie de l'homme qui doit choisir entre son amour et la vie de celle qu'il aime. « Théo, non, » murmure-t-elle, « ne faites pas ça. Je n'ai pas le choix. Si vous l'avez, battez-vous. » Vincent ricane. « Se battre? Contre sa propre famille? Avec quoi? Tu n'es qu'une petite professeure naïve. Tu ne comprends rien à notre monde. Vous vous trompez, » dit Léa en se redressant. « Je comprends que vous êtes des lâches. Que vous ne supportez pas qu'un des vôtres choisisse l'amour plutôt que la haine. » Le silence se fait dans la pièce. Vincent la regarde, surpris par son audace. « Théo m'a parlé de sa grand-mère, » continue Léa, « celle qui lui lisait Victor Hugo. Elle lui avait appris que aimer, c'est agir. Et c'est ce qu'il fait. Il agit par amour. L'amour est une faiblesse, » crache Vincent. « Non, l'amour, c'est du courage. » Théo la regarde, ému par sa bravoure. « Tu as entendu, papa. Elle a plus de courage que nous tous réunis. Le courage ne l'empêchera pas de mourir. Alors tuez-moi aussi, » dit Théo, « parce que sans elle, je ne veux plus vivre. » Vincent hésite. Pour la première fois, Léa voit une faille dans son armure. « Tu renoncerais à tout? À ton héritage? À la famille? À ton avenir? » J'ai déjà renoncé. Le jour où j'ai compris ce que c'était d'aimer vraiment. Un long silence. Le père et le fils se regardent, années de complicité et de conflit entre eux. Soudain, des sirènes retentissent au loin, de plus en plus proches. « Merde !» grogne un des hommes. « Les flics !» Vincent regarde par la fenêtre. Effectivement, des voitures de police montent le chemin. « Comment ils ont su ?» demande-t-il. Léa sourit timidement. « J'ai peut-être envoyé ma géolocalisation au commissaire Bernot avant de venir. » Théo la regarde, ébahi. « Vous aviez tout prévu ?
J'espérais juste qu'il me suivrait pour vous protéger. Vincent rage. Vous nous avez piégés. Non, je vous ai offert une chance de bien faire. Les policiers encerclent la maison. Un mégaphone grésille. Sortez les mains en l'air. Vincent regarde son fils une dernière fois. Tu as fait ton choix, Théo. Assume-le. Je l'assume. Vincent sort, suivi de ses hommes. Sur le seuil, il se retourne. Si tu changes d'avis, je ne changerai pas d'avis. La porte se referme. Théo et Léa restent seuls. C'est fini ? demande-t-elle. Presque. Il faut que je témoigne contre eux, que j'aide la police à démanteler l'organisation. Et après ? Théo la prend dans ses bras. Après, on recommence. Quelque part où personne ne nous connaît, où nous pourrons être juste nous. Vous en êtes sûr. Léa, vous venez de risquer votre vie pour moi. Vous avez affronté mon père, organisé notre sauvetage. Comment pourrais-je ne pas être sûr ? Il l'embrasse tendrement cette fois, sans urgence, sans peur. Dehors, les policiers attendent. Une nouvelle vie les attend. 2 ans plus tard, un petit café en Provence. Léa corrige des copies sous une tonnelle de glycine. Elle enseigne maintenant dans le collège du village. Vie plus simple, plus calme. Une moto s'arrête devant le café. Ducati noir, modèle récent. Théo retire son casque, lui sourit. Il a laissé pousser sa barbe, porte une simple chemise en lin. Plus rien du chef de mafia d'autrefois. « Alors, Madame Dubois ?» dit-il en s'asseyant face à elle. « Toujours bizarre de s'entendre appeler comme ça, » rit Léa en montrant son alliance. « Tu t'y feras. » Il commande 2 cafés. Le patron, un vieil homme à l'accent provençal, les connaît bien maintenant. « Le couple de Paris », les appelle-t-il. « Comment s'est passé ton rendez-vous avec l'éditeur ?» demande Théo. « Bien, il veut publier mon roman. Celui qui raconte l'histoire d'une professeure qui tombe amoureuse d'un motard mystérieux. Oui, mais j'ai changé la fin. Dans ma version, ils se marient et ouvrent un petit restaurant en Provence. » Théo rit. « C'est de la fiction ? » « Presque. » Il prend sa main, joue avec son alliance. « Des regrets ?» demande-t-il. « Aucun. Et toi ? » ?»« Juste un. » Léa fronce les sourcils. « Lequel ? » ?»« Je regrette de ne pas t'avoir embrassé dès le premier soir. » « Idiot. » Il se penche vers elle, l'embrasse par-dessus la table. Un baiser goût de café et de promesses tenues. Quand ils se séparent, Léa remarque un détail. « Théo ? » ?»« Oui ? Il y a une 2e moto garée là-bas. » Théo suit son regard. Effectivement, une autre Ducati rouge, celle-ci, est garée un peu plus loin. « Tu crois que... » Un jeune homme s'approche de leur table. Beau, mystérieux, regard sombre. « Excusez-moi, » dit-il avec un accent italien. « Je peux vous demander un renseignement ?» Léa et Théo échangent un sourire complice. « Bien sûr, » dit Léa, « je cherche une jeune femme, professeure dans le coin, cheveux blonds, yeux bleus, sourire à tomber par terre. »« Ah !» dit Théo avec malice. Une autre histoire d'amour commence. « J'espère bien, » répond l'inconnu. « Si elle accepte de prendre un café avec un motard italien qui cite Dante. » Léa éclate de rire. « Première règle, toujours accepter le café. »« Pas vrai, Théo ?»« Absolument. Mais attention aux motards qui citent les poètes. Ils sont dangereux. »« Le bon genre de dangereux ?» demande l'Italien. « Le meilleur genre, » répond Théo en serrant la main de Léa. L'homme remercie et s'éloigne vers sa moto rouge. « On a créé une tendance, » dit Léa. « L'amour, ça se transmet, » répond Théo. Il démarre sa Ducati. Léa monte derrière lui, pose ses mains sur son torse. Où va-t-on ? Nulle part. Partout. Tant qu'on y va ensemble. La moto s'éloigne sur la route de Provence dans le coucher de soleil. Derrière eux, l'homme à la moto rouge attend devant l'école du village. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre. Dites-nous vos pensées en commentaire, parce que chaque histoire d'amour pose une question différente au cœur.